Bienvenue à tous et merci pour votre fidélité à notre antenne. Émergence, pour ce numéro, va aborder une thématique ayant trait à la crypto-monnaie. Allons-nous vers la révolution de la crypto-monnaie? L'interrogation demeure et l'invité en plateau va essayer de nous répondre. Son nom, Michel Sonkika Larry, il est le directeur général de TechBen Crypto Exchange. Pendant une quarantaine de minutes, voire cinquantaine, nous allons devoir passer au peigne fin ce thème qui retient notre attention ce jour. Michel, bonjour et merci d'honorer notre plateau. Bonjour, monsieur Mathieu, merci. Alors, d'entrée de jeu, qu'entend-on ou qu'est-ce que c'est le Bitcoin et comment fonctionne-t-il? Le Bitcoin est une monnaie numérique qui a été créée en 2009 par certains Satoshi Nakamoto. C'est d'abord la toute première monnaie, la toute première crypto-monnaie. Donc, elle a été créée en 2008 par un certain Satoshi Nakamoto. Donc, c'est une monnaie décentralisée. Ce n'est pas contrôlé par la banque centrale. Donc, raison pour laquelle on les appelle les monnaies crypto. La monnaie crypto. Voilà. Donc, c'est crypto, c'est sécurisé par la blockchain. Donc, c'est basé sur l'Internet. C'est réel, mais basé sur l'Internet. Sur l'Internet. On va y revenir forcément dans le courant, bien sûr, de cette édition. Et quelle est donc la différence entre le Bitcoin et les monnaies traditionnelles que nous connaissons déjà? La différence qu'il y a entre le Bitcoin et les monnaies traditionnelles que nous connaissons, c'est que le Bitcoin évolue en fonction, bon, plus le temps passe, plus il change de la valeur, c'est-à-dire il a une valeur instable, la valeur change. Or que nos monnaies, la fiat ou bien le CFA ou bon, les monnaies fiat ou bien les monnaies traditionnelles, si on a 10 000 francs, aujourd'hui, 100 ans, les 10 000 francs restent les 10 000 francs. Mais si on a un Bitcoin, aujourd'hui, à l'instant même on parle, ça peut changer de la valeur à tout moment. Donc, c'est un peu ça la différence. Maintenant, les monnaies traditionnelles sont contrôlées par la banque centrale. Mais le Bitcoin n'est pas contrôlé par une banque centrale, ce qui est facile à l'utiliser au niveau des transactions. Bon, c'est aussi un actif, parce que ça change de la valeur. Bon, la valeur augmente, donc c'est considéré comme un actif. Donc, c'est un peu la différence qu'il y a entre le Bitcoin et les monnaies traditionnelles. Et le Bitcoin a encore il a beaucoup de services encore plus avancés par rapport aux monnaies traditionnelles. Donc, c'est un peu ça. Le Bitcoin, puisque c'est de ça qu'il s'agit concrètement, bien sûr, dans cette émission de ce jour, comment est-il créé et sécurisé? Le Bitcoin a été créé par un certain Satoshi Nakamoto. Oui. Elle est basée sur la blockchain qui permet de sécuriser tout ce qui est donné et tout. Donc, quand on dit la blockchain, pour un profane qui ne s'y connaît pas, concrètement. La blockchain, on appelle la blockchain parce que c'est toute une chaîne d'informations enregistrée, infalsifiable et sécurisée. Ce qui veut dire que si j'ai un Bitcoin aujourd'hui, et que je vous transfère, sur la blockchain, c'est consultable. On vient, on va voir l'heure à laquelle je vous ai transféré, la quantité, la pièce, et tout, les informations sur ça. C'est-à-dire que c'est infalsifiable. Donc, c'est une technologie qui permet de sécuriser tout ce qui est des données, et des données décentralisées, en fait. Donc, c'est le rôle de la blockchain. Maintenant, le Bitcoin même a été créé par un certain Satoshi Nakamoto. Jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas la personne. On ne sait pas si c'est un groupe de personnes, c'est une seule personne. Bon, c'est un mythe d'abord, mais il continue quand même son petit bonhomme de chemin de 0,01 $ en 2009. Aujourd'hui, à l'heure où je parle de ça, à plus de 82 000 $. Après avant les élections de Donald Trump et après, il est parti jusqu'à 109 000 $. Mais actuellement, il est en train de faire une correction. Nous sommes à 82 000 $ aujourd'hui, à l'heure où nous parlons. Donc, tel que je disais, il change de valeur et tout. Tous les jours que le bon Dieu fait. Justement, cela nous a permis... Parce qu'il est soumis à la loi de l'offre et de la demande. Ouais. Donc, plus il y a l'offre, la valeur chute. Plus il y a la demande, la valeur diminue. Ouais. Donc, c'est un peu ça. C'est que ceux qui avaient acheté avant l'élection de Donald Trump se sont fait des bénéfices quand c'est monté à 109 000. Et ils ont essayé de vendre, ce qui a fait chuter la monnaie à 80 000. Ils sont en train encore de racheter parce que de derniers temps, il n'y a plus d'accumulation, il n'y a plus d'achat que de vente.
ce qui va encore booster la valeur les jours qui sont en train de venir ou les années. C'est un peu ça. Introduction étant ainsi faite, nous allons devoir nous intéresser à l'avantage, sinon les avantages que présente bien sûr le Bitcoin. Pourquoi le Bitcoin est-il considéré aujourd'hui comme une réserve de valeur? Ok, le Bitcoin est considéré aujourd'hui comme une réserve de valeur parce que d'abord la quantité est limitée. L'offre totale sur le marché est à 21 millions de pièces qui a été émise. Mais actuellement, la quantité qui est sur le marché, le CoinMarketCap, qu'on peut utiliser, c'est 19 millions. Et chaque 4 ans, on diminue la production du Bitcoin, le minage du Bitcoin. Ce qui va faire sa rareté sur le marché. D'ici 2100 et quelques. Donc le dernier Bitcoin serait miné. Donc, c'est-à-dire que ce sont des monnaies, c'est une monnaie qu'on ne peut plus augmenter la quantité. Or que au niveau des monnaies fiat, ou bien les monnaies traditionnelles que nous avons déjà, on peut imprimer les billets des banques et injecter sur le marché, ce qui peut créer l'inflation. Ce qui peut créer l'inflation. Donc, c'est pour éviter l'inflation. C'est pour éviter l'inflation. Donc, bon, ça fait partie des objectifs pour lesquels le Bitcoin a été créé. C'est pour résoudre une crise financière qui a eu lieu en 2009. Donc c'est pour éviter l'inflation. C'est le premier objectif. Alors. Donc on peut l'utiliser comme une réserve de valeur parce qu'on le considère comme l'or numérique. D'abord, l'offre est limitée à 21 millions de pièces. On ne peut plus imprimer autre pièce pour augmenter. C'est impossible. Maintenant, l'adoption, quand tout le monde va vouloir l'utiliser, il y aura un changement de valeur qui peut permettre à tout le monde de l'avoir. Donc, c'est un peu ça. C'est bien. Pourquoi donc le Bitcoin est considéré comme favorise plutôt, pourquoi le Bitcoin favorise plutôt l'inclusion financière, notamment dans les pays en voie de développement ou bien les pays en développement? Le Bitcoin considère comme considéré comme l'inclusion financière. Voilà. Parce qu'avec le Bitcoin, oui, vous n'avez pas besoin d'une pièce pour aller créer votre compte. Compte crypto, vous n'avez pas besoin d'une pièce. Oui. Par exemple, si on prend les portefeuilles décentralisés. Comment ça se passe? Voilà. Comment est-ce que ça se passe dans tout son ensemble? Pour avoir le Bitcoin, il y a des options. On peut passer par les portefeuilles centralisés et les portefeuilles décentralisés. Avec les portefeuilles décentralisés, vous n'avez pas besoin de pièces d'identité, quoi pour la création. Or que actuellement, bon, si on va dans les zones reculées, beaucoup n'ont pas encore certaines pièces pour leur permettre d'avoir la carte d'identité, bien certaines pièces pour pouvoir créer leur compte bancaire. Ça fait un. Deux, si on passe par les échangeurs centralisés, c'est là où on exige les pièces. Mais le Bitcoin n'a pas de protocole à son niveau, ce qui veut dire que toutes les personnes qui auront des portefeuilles crypto peuvent participer à l'évolution économique du pays. On prend le cas de El Salvador qui a légalisé le Bitcoin en 2021, qui a permis à tout le monde de l'utiliser de manière légale. C'est une manière aussi de mobiliser les fonds à travers le monde, sans protocole en fait. Donc c'est ce que je peux dire concernant le Bitcoin. Parfait. En quoi donc le Bitcoin est-il un atout pour la protection contre l'inflation et dans le même temps contre la dévaluation monétaire? Parce que quand on parle de la dévaluation, vous en savez forcément quelque chose avec les pays qui ont en partage certaines monnaies comme le franc CFA. Oui. Tel que je le disais au début, c'est une monnaie infalsifiable, une monnaie qu'on ne peut plus... Il a une quantité de stock. Il a une quantité en circulation limitée à 21 millions de pièces. Ok, une pièce actuellement coûte 82 000 $. Est-ce que vous voyez? Et plus le temps passe, la valeur augmente, mais la quantité reste inchangeable. On ne peut plus imprimer d'autres pièces de Bitcoin pour augmenter. Or qu'au niveau de l'économie traditionnelle, on voit des conseils des ministres ou bien des économies qui se réunissent, qui décident d'imprimer certains billets pour injecter sur le marché, donc qui peut créer de l'inflation compte tenu des réalités socio-économiques et tout.
au niveau du Bitcoin, ça ne fonctionne que sur l'offre, la loi de l'offre et de la demande. Plus vous l'achetez, il prend de la valeur, plus vous revendez, sa valeur chute et tout le monde peut l'utiliser simplement et facilement. Donc avec ça, bon, on peut lutter contre l'inflation parce qu'on ne peut plus régler d'autres choses à ajouter, mais on sait que la population augmente, ce qui veut dire que les utilisateurs aussi augmentent. Oui. Or que c'est une monnaie qui est d'abord qui est universelle. Donc tout le monde peut l'utiliser, il n'y a pas de protocole. Vous êtes togolais, ghanéen, indien, chinois, vous pouvez l'utiliser. Or que quand on prend le CFA, c'est seulement que... Pour une zone dédiée. Voilà, c'est une zone, c'est-à-dire que les personnes qui vont l'utiliser sont très limitées. Ça ne peut pas permettre à cette monnaie d'évoluer. Or que le Bitcoin, c'est une monnaie universelle, c'est-à-dire que il a un grand marché, il a un marché universel, un marché mondial. Sa valeur va toujours être croissante. Donc, c'est un peu ça. Parlant justement de sa valeur qui doit être croissante sur le plan international, ça fait partie de l'un des avantages de Bitcoin. À part ça, existe-t-il d'autres avantages sur le plan de la transaction internationale? Oui, à part ça, le Bitcoin a un grand avantage du côté des transactions internationales. Les frais de transaction au niveau du Bitcoin est moins par rapport aux banques ou bien au monde de transfert d'argent. Parce que, bon, avec les opérations que je fais, on n'a jamais dépassé 0,1% des frais de transaction. Oui. Or qu'avec les banques, bon, on va de 3, 4, 5, voire certaines vont jusqu'à 7% des frais de transaction. Donc, c'est d'abord le temps pour les transferts, c'est instantané. C'est instantané. Le temps est instantané. Oui. Très rapide. Oui. Les frais sont moins et tout. Donc, je pense que c'est un côté aussi que c'est un défi que ce domaine de la crypto est en train de relever par rapport au niveau des banques ou bien des systèmes financiers décentralisés que nous avons. Décentralisés. Ouais. Parce que le Bitcoin a cette capacité-là de faire beaucoup de transactions à la seconde, très rapidement, à moindre coût. Donc, quand on prend les institutions financières, ce n'est pas le cas chez eux. Parfait. Donc, c'est un avantage aussi du Bitcoin. C'est pourquoi, mais certains le considèrent aussi comme un moyen aussi on peut prendre pour financer des trucs, par exemple le terrorisme ou bien des trucs illicites ou bien illégaux. Mais comme je vous ai dit, toutes les opérations sont consultables sur la blockchain. Et avant d'avoir si vous avez vos cryptos, pour les retirer en francs CFA, vous êtes obligé de passer par un échangeur centralisé où tous vos identités sont enregistrées là-bas. Donc, ce qui veut dire que si vos adresses arrivent avant de vous transférer votre argent, on doit s'assurer de ce que c'est vous-même. On vérifie toutes les adresses, tous les portefeuilles que votre argent est passé et on saura qui fait quoi, comment et quand. Comment et tout. Ce qui veut dire que c'est bon. C'est traçable. C'est traçable. Oui. C'est bien, puisque nous avons parlé bien sûr des avantages de cette monnaie, la crypto-monnaie, le Bitcoin dans tout son ensemble. On va s'intéresser maintenant aux inconvénients et défis. Quand on parle de l'avantage, il faut parler aussi des inconvénients qu'on court, bien sûr, en faisant ce choix. Aujourd'hui, on parle bien sûr de la volatilité, bien sûr, du Bitcoin est souvent critiqué. Peut-il devenir une monnaie stable à long terme? Parce qu'on dit tantôt ça a chuté, tantôt ça a augmenté. Voilà, on se pose mille et une questions. Est-ce que c'est une monnaie fiable? Est-ce qu'on aura une stabilité d'un jour à l'autre? Le Bitcoin n'est pas fait pour être une monnaie stable. C'est pourquoi sur le marché, on a des stablecoins, des monnaies stables qui permettent d'éviter la volatilité qui permettent d'éviter la volatilité du marché ou bien d'anticiper ou bien de conserver sa valeur. Si j'ai un Bitcoin qui est à 110 000 $, je le vends, je mets en stablecoin. Ce que je dis que même quand il est en train de descendre, j'ai toujours mes 110 000 $. Actuellement, il est à 82 000 $. Je peux revenir sur le marché. C'est pourquoi même ça fait partie de l'une de ses principes. C'est un actif après tout. Ce qui veut dire que soit il doit avoir une valeur augmentée quand il y a la demande,
soit il a une valeur régressée quand il y a beaucoup d'offres. Mais pour dire qu'il serait stable, je dirais non, le Bitcoin ne peut pas devenir monnaie stable parce que beaucoup de personnes l'utilisent. Des milliards de transactions par seconde, par minute, par jour. Donc, ce qui veut dire que même moi, toi, tu es en train de vendre, c'est quelqu'un qui est en train d'acheter. Et il y a des frais de transaction qui régénèrent, qui reconstituent encore sa capitalisation, qui lui donne encore une valeur. Donc, ça fait partie de ses particularités, c'est un actif. Donc, il va toujours changer de la valeur, mais de manière croissante. Évoluer bien sûr dans le temps. Voilà, dans le temps et avec des cycles qui respectent ce qu'on appelle le bear market et le bull run. Donc, actuellement, nous sommes dans le période de bull run parce que on a déjà eu la division de quantité du Bitcoin du minage. Donc, après ces processus, on a sa valeur augmente à un certain nombre de fois. Donc, c'est un peu ça. Mais après ça, il y aura encore une correction. Et après la correction, on a encore un halving qui vient encore diminuer la quantité de récompense des mineurs. Donc tout ça, c'est toute une technologie programmée et qui respecte les choses. À l'heure où nous discutons sur ce plateau, sur ce plateau, peut-on dire aujourd'hui que le Bitcoin représente une menace pour les banques traditionnelles ou le système bancaire traditionnel que nous connaissons déjà? Le Bitcoin n'est pas une menace. Mais nous sommes dans un monde où le monde n'attend personne. Quand tu ne mets pas à jour tes connaissances ou ce que tu as appris, ou tu ne remets pas à jour tes activités, il y a toujours tes concurrents qui vont se mettre à jour, trouver de nouvelles choses pour s'imposer sur le marché. Mais je vois que le Bitcoin n'est pas un concurrent des banques parce que le Bitcoin a des insuffisances et la banque, le système bancaire aussi, ils ont des insuffisances. Et que ces deux technologies vont se mettre ensemble pour faire quelque chose. Maintenant, les défis que le Bitcoin est en train de résoudre, que je crois que la banque ne le fait pas encore, je prends du côté des transactions internationales, les frais qui sont élevés au niveau des banques, la durée. Parfois, tu viens pour faire un retrait, on te dit qu'il n'y a pas de liquidité. Des fois, il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de connexion, excusez-moi. Il n'y a pas de connexion. Oui. Ok, avec le Bitcoin, ça à la minute. Il n'y a pas à faire il n'y a pas de connexion. C'est instantané. Il suffit que tu as tes Bitcoins dans ton portefeuille. Et dans les secondes, c'est fait. Les frais sont moins et tout. Ça, c'est le premier défi qui est intéressant au niveau du Bitcoin. C'est une monnaie internationale. Par exemple, si je veux envoyer le Bitcoin aux États-Unis à quelqu'un qui est aux États-Unis, je ne passe pas par une banque centrale pour envoyer. Je l'envoie à travers un échangeur centralisé qui a déjà vérifié toutes nos identités, en cas de qu'est-ce qu'il y a. Et c'est vite fait. Mais avec les banques, tu es obligé de passer d'abord à la banque pour faire des procédures. Maintenant, on a des mobile money, des trucs qui réduisent encore, mais ce n'est pas encore ça. Si on prend le cas des frais de transaction, actuellement, ça est toujours en hausse par rapport avec les cryptos. Maintenant, quelqu'un qui va laisser son argent à la banque, mais ton argent, c'est toujours là-bas, ça dort. Or que si tu achètes le Bitcoin, la valeur augmente. Mais avant d'aller sur ce point, il faut avoir des notions. Maintenant, c'est pourquoi sur le marché, on a des monnaies stables qu'on appelle les USDT. Ce sont des monnaies stables. Si tu as ton argent, que tu sais que pour éviter le problème de connexion et tout, tu achètes en USDT, tu déposes. C'est inchangeable. Tu as tes 10 000 là-bas, c'est 10 000. Si tu veux, tu les retires, tes 10 000. Mais une fois que tu mets sur le Bitcoin, si la valeur augmente, tu peux venir trouver 11 000, 12 000. Bon, ça dépend de l'évolution ou bien la valeur que ton truc va correspondre à ce moment. De la même manière, tu peux venir voir que c'est descendu à 8 000, 7 000 si la valeur aussi est diminuée. Donc, c'est un peu ça.
Donc, mais dire que le Bitcoin menace les systèmes bancaires, bon, plutôt il vient pour résoudre, relever certains défis que le domaine de la finance aussi, bon, ils ont. Parfait. C'est ce que je peux dire. C'est pourquoi ceux les cryptos, ceux qui sont dans le domaine de la crypto et de la banque, ils doivent être ensemble pour étudier les choses ensemble et apporter des solutions à leurs utilisateurs ou bien à ceux qui sont avec eux. On ne doit pas voir l'un comme l'ennemi et autres. Donc, bon. Et comment dire, au niveau, si on parle au niveau des garanties, la banque nous garantit des choses. Mais au niveau du Bitcoin, ce que c'est vous-même, quoi. Tout ce qui nous garantit actuellement, c'est la blockchain avec la sécurité qui est. Donc, ce qui veut dire que au niveau de la banque, c'est toi-même, du Bitcoin, c'est toi-même. C'est toi-même. Il n'y a pas que tu viens, tu ne trouves pas ton argent, tu allais réclamer quelque part. Or qu'au niveau de la banque, tu viens, tu ne trouves pas ton argent. Il faut demander à la banque. Tu sais là où demander. Ouais, bon, je vois que c'est un peu... C'est pourquoi il dit que ce sont des choses qui vont se compléter. Parfait. Merci bien. Vous êtes Michel Sonkika Larry, directeur général de TechBen Crypto Exchange. Et cette question qui revient très souvent, vous allez nous répondre à cœur ouvert. Comment répondre aux critiques de ceux qui parlent bien sûr de l'impact environnemental de crypto-monnaie? Ok, bon. L'impact environnemental du crypto-monnaie actuellement, on voit le Bitcoin comme une énergie vivante. On dépense beaucoup d'énergie pour miner le Bitcoin. Donc, je peux dire que c'est l'impact négatif qu'il a actuellement. Deuxième des choses, nos institutions ou bien nos gouvernements ont du mal à tracer toutes les transactions qui passent par la blockchain ou bien par les cryptos. Mais je vois que c'est d'abord manque de connaissances ou bon, ils n'ont pas encore l'information de comment faire. Ce qui fait que bon, certaines ont du mal. Mais si on prend les pays comme le El Salvador qui a légalisé, tu ne peux pas dire que tu fais une transaction via la crypto, on ne peut pas te tracer. Or que le El Salvador est considéré actuellement comme l'un des pays les plus criminels dans le temps. Le Bitcoin est légalisé là-bas. C'est qu'ils ont un moyen pour tracer toutes ces transactions-là, pour faire tout. Donc, ça, le problème de l'énergie, le problème de traçabilité, qui n'est pas encore, beaucoup de personnes ne le maîtrisent pas. Il y a ces petits trucs-là qui sont là, mais je pense qu'avec la sensibilisation et l'information, on va y arriver. On va relever ces défis-là. Donc il y a beaucoup de défis qui tournent autour, mais c'est les plus majeurs actuellement. Parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui l'utilisent pour escroquer. Bon, ce sont des trucs qu'on va en parler de ça après. Et cela m'amène à vous poser cette question. Cela m'amène bien sûr à vous poser cette question, Michel. Alors, que pensez-vous bien sûr de la régulation et des restrictions gouvernementales sur le Bitcoin? Je dis bien sûr, que pensez-vous de la régulation des instances gouvernementales sur le Bitcoin? Oui, bon, c'est parce que les gens utilisent le Bitcoin pour escroquer les autres. Parce que quoi, quelqu'un qui n'a pas une information sur le Bitcoin et que vous venez le parler, vous lui dites ses avantages et tout ça, il serait inspiré ou bien il va s'intéresser et investir dedans. Maintenant, là où plus d'arnaque, c'est quand vous confiez vos fonds à ces gens-là. Mais quand vous achetez, vous gardez ça dans votre propre portefeuille, vous n'allez pas avoir des problèmes. C'est toujours dans votre téléphone, c'est vous ceux qui avez les clés et personne ne peut le voler. Mais cette personne vient te dire, ah, tu sais, le Bitcoin, c'est une monnaie vraiment qui produit beaucoup d'argent. Et quand tu mets 100 000 par jour, là, on peut te donner 200 000. Bon, par mois, on peut te donner, ça peut produire 100%, 50%. Vous voyez, ok, quelqu'un qui était dans les besoins, il cherchait comment trouver de l'argent. Bon, il va se donner à ça. Oui. Et après tomber dans le piège. Donc, ce sont des trucs qui décrédibilisent en fait le Bitcoin. Actuellement, bon, si on se réfère dans les années 2021-2022 avec les sociétés de trading, les gens actuellement confondent le Bitcoin avec le trading.
confondre le Bitcoin avec les sociétés de placement d'argent, confondre le Bitcoin avec les sites d'investissement. Tout à l'heure, je disais que le Bitcoin est considéré comme une monnaie universelle que tout le monde peut l'utiliser pour des transactions partout dans le monde. Si quelqu'un qui est de mauvaise foi, qui a un projet, il peut mettre son projet bien clair. Tu vois, le projet c'est intéressant. Il te dit d'investir, mais moins de paiement. Bon, crypto pour faciliter les transactions, pour que tu ne passes pas par la banque ou bien les trucs. C'est-à-dire briser les protocoles bancaires. Il te dit d'utiliser le Bitcoin. Quand tu utilises le Bitcoin, tu investis, un jour il part avec ton argent, tu vas dire que non, c'est le Bitcoin qui... On t'a escroqué. Ok, la crypto n'est pas en fait quelque chose de mauvais, mais quand tu n'as pas l'information sur ça, on peut l'utiliser pour t'avoir. Donc c'est pourquoi l'objectif de TechBen, bon, mon objectif, c'est d'amener les gens d'abord à comprendre comment fonctionne le Bitcoin, quels sont les avantages liés aux crypto-monnaies et au Bitcoin, quels sont aussi les inconvénients. Quand tu ne fais pas ci, il faut s'attendre à ça. Quand tu fais ci, il faut aussi attendre à ça. Donc c'est un peu ça. C'est bien. Merci. Cela nous a permis d'avoir le cœur net par rapport à cette question qui revient très très souvent. On va s'intéresser bien sûr à l'adoption et à l'accessibilité bien sûr de ce Bitcoin. Et quels pays, bien sûr au pluriel, ont bien sûr adopté le Bitcoin comme monnaie légale. Vous avez eu à parler de El Salvador. Entre-temps, y a-t-il d'autres en Afrique peut-être? Oui, il y a d'autres en Afrique qui ont... Bon, c'est un projet de loi d'adoption du Bitcoin, mais ils ont fini par lancer leur propre monnaie. Je parle de la Centrafrique. La Centrafrique. Oui, de Touadéra. Ils ont actuellement leur propre crypto qui est le CAP. C'est-à-dire que, bon, la Centrafrique, leur crypto s'appelle le CAP, où ils peuvent aller faire la recherche. Ils ont leur propre crypto. Donc les pays comme la Centrafrique sont avancés. En 2021, ils ont voulu... Bon, je ne sais pas si finalement leur loi là a été votée ou pas. Mais actuellement, ils ont leur propre crypto. Actuellement, je ne sais pas la valeur que ça ils ont sur le marché. Mais en dehors de ça, on a le Nigeria. Bon, les pays anglophones... Avance aussi vite sur la question. Très vite. Tout récemment, je ne sais pas si la semaine passée ou surpassée, il y a même un sommet de la crypto à Accra. Vous voyez, les pays comme les États-Unis, eux-mêmes, ils ne se cachent même plus pour parler de ça. Et ça, on prend le cas de Donald Trump, ce n'est plus... Il dit ça ouvertement. Récemment même, il a organisé un sommet aussi aux États-Unis. Oui. Sommet des cryptos, bon, c'est un peu ça. Donc, en Afrique, les pays africains, comme le Kenya, le Nigeria, l'Afrique du Sud, les pays anglophones, ils sont quand même avancés. C'est un pays francophone que, bon... Ça piétine un peu parce que... Et si on prend les pays qui sont en avance, c'est des pays aussi qui ont leur propre monnaie. Ça revient toujours. C'est des pays qui ont leur propre monnaie. Le Ghana a sa propre monnaie. Le Nigeria a sa propre monnaie. Comment dire? L'Afrique du Sud a sa propre monnaie. Le Kenya aussi. Mais en Afrique francophone, on nous est réunis tous dans une monnaie. Ouais. Et que tu ne peux pas prendre une décision sans consulter l'autre. Et bon, ça fait qu'actuellement, c'est moins parlé. Ces sujets-là, on n'aborde pas encore ici, en profondeur ici, en Afrique. C'est bien. Et quand on parle bien sûr des cryptos, il faut faire référence bien sûr aux États-Unis d'Amérique. Qu'en est-il concrètement en matière de réserve? On en parle tellement au jour le jour. Qu'en est-il concrètement? Ok, bon, le projet a beaucoup évolué avec le projet du réserve de stratégie du Bitcoin. Oui. Ça a tellement évolué. Il y a des décrets qui signent chaque jour en faveur des cryptos. Et vraiment, ça démontre aussi l'importance et la crédibilité et la puissance du Bitcoin. Maintenant, si on veut voir le côté économique, pourquoi les États-Unis veulent adopter le Bitcoin comme une monnaie réserve, c'est pour prendre l'avance sur les autres pays et toujours se positionner, garder toujours son leader économique, être toujours le leader de la nouvelle technologie. Et en dehors de ça, l'inflation toujours qui sévit. Donc le Bitcoin, c'est d'abord pour résoudre leur objectif principal, c'est résoudre l'inflation qui est aux États-Unis. C'est bien. Alors, aujourd'hui, on parle bien sûr de barrières. Barrières, je veux faire allusion aux principales barrières
qui freinent l'adoption, bien sûr, d'une façon massive de Bitcoin? Il y a quelques-unes que vous voulez nous donner? Bon, les barrières, dans le monde ou en Afrique ou au Togo on part du Togo d'abord. On part du Togo d'abord. Et puis on atterrit sur le continent africain. Le Togo n'a pas sa propre monnaie. Oui. C'est le CFA. On appartient à un espace communautaire et on a le CFA. Voilà, donc comme monnaie commune. On peut prendre une décision sans consulter les autres. Oui. Et s'ils ne sont pas d'accord, bon, c'est difficile. Voilà, mais quand même, le Togo peut s'intéresser au Bitcoin et créer sa propre stratégie, sa propre réserve du Bitcoin. Il a sa réserve, il achète un peu ses Bitcoins, il attend jusqu'au jour où les autres pays ils vont commencer par s'asseoir, trouver des solutions, ou bien jusqu'au jour où ils vont chercher à... Bon, je sais que ils sont en train de chercher, c'est nos autorités, ils font des efforts, on voit les infos, ils lisent des informations aussi autour de tout. Et par exemple, lors de la FIS Togo 2022, on a parlé de la crypto, ce qui veut dire que c'est un pays, il ne peut pas quitter du jour au lendemain pour faire quelque chose. Ça se planifie sur des années et tout. Donc, je pense que si j'ai une fois entendu parler de ça dans un média public tel que la TVT, ce qui veut dire que l'État a quand même, il sait qu'il y a quelque chose comme ça qui existe et il sait qu'il aura quand même des gens qui sont en train de travailler sur ça. Mais une fois qu'ils ne sont pas encore prêts, on ne peut pas dire faites ci, faites ci. Donc, pour l'adoption autre, le Togo n'a pas sa propre monnaie. Donc, il faut vraiment, avec la BCAO ou bien avec les autres pays qui utilisent le CFA, ils voient comment le faire. Mais si vous me posez la question, est-ce que le Togo peut investir sans les autres? Oui, le Togo peut acheter ses propres bitcoins sans les autres. C'est son économie, bien, c'est son argent qu'il utilise. Donc, il peut, son argent du trésor, ou bien comment on ne sait pas. Donc, il peut investir en attendant que les autres ne viennent. Si on prend le cas des USA, actuellement le bitcoin à 82 000. Commence par acheter, mais d'ici 2040, d'ici 2050, le Bitcoin n'aura pas les mêmes valeurs. Ok, s'il avait acquis les quantités là aujourd'hui, jusqu'à cette période-là, peut-être s'il devait dépenser $1 million pour avoir, ou bien $8 millions, 800 000 $ pour avoir 8 Bitcoins aujourd'hui, peut-être d'ici 5 ans ou 10 ans, il peut dépenser ces 800 000 $ pour peut-être avoir un seul Bitcoin. Parfait. Donc, il peut anticiper ça aussi et voir comment... et c'est comme les États-Unis le font. Donc, c'est ça. Et cela m'amène à une autre question qui revient très très souvent. On parle bien sûr de l'accessibilité, bien sûr, de Bitcoin sur le marché, que ce soit au grand public, aux entreprises, que ce n'est pas vraiment accessible. Pourquoi? Le Bitcoin est accessible à tous. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que... C'est pas fait pour tout le monde. C'est fait pour tout le monde, mais tout le monde ne peut pas devenir riche. Ah oui? Grâce au Bitcoin. La nuance est faite. Je vous explique. Oui. Et peut-être vous avez 500 000, vous investissez, vous achetez les cryptos. Il y a une urgence qui vous est arrivée. Vous n'avez plus par où passer. Vous êtes obligé que le marché a chuté. Peut-être de 10% ou de 5%. C'est-à-dire que vos 500 000 ne sont plus 500 000 sur le marché. Vous êtes obligé d'aller faire quoi? De revendre ça à la baisse comme ça pour retirer votre argent, satisfaire le besoin qui est là. Mais dans ça, vous ne pouvez pas devenir riche. Mais quand même, vous avez la possibilité de l'acheter. Ça, si vous comprenez. Maintenant, c'est fait pour tout le monde, mais tout le monde ne peut pas devenir riche grâce à la crypto ou au Bitcoin. Parce que nous avons des réalités. On prend le cas de, des sociétés comme BlackRock qui investissent dans le Bitcoin. C'est des années, c'est des décennies, et ils sont en train de planifier comme ça. Donc, on a des gens, si vous savez que vous avez une économie solide, vous pouvez investir dans le Bitcoin. Si quelqu'un me dit, entre acheter un terrain actuellement et investir dans le Bitcoin actuellement, je dirais, j'achète le Bitcoin parce que l'évolution du Bitcoin, si on prend quelqu'un qui a acheté un terrain en 2010,
et quelqu'un qui a acheté le Bitcoin en 2010, actuellement, peut-être de 1 million, celui qui avait acheté le Bitcoin en 2010 actuellement, c'est une fortune, il aura. Mais celui qui avait acheté le terrain, c'est vrai, il a la sécurité, il a tout, mais la valeur actuellement ne peut pas atteindre comme ça. Ne peut pas être celle de Bitcoin ou de la crypto, oui, dans voilà. tout son ensemble. Ce qui veut dire que si j'ai l'argent que je dois investir quelque part, atteindre d'ici 5 ans, 10 ans, je vais le mettre, je choisis un bon projet. Bon, actuellement, le Bitcoin, c'est pour les débuts, c'est pour les grands, parce que c'est pas tout le monde qui... Il faut avoir des moyens. Qui auront des moyens pour investir là-bas. Mais il y a d'autres cryptos qui sont solides, qui sont aussi... Quelle solution donc pour faciliter voilà. son utilisation au quotidien? Pour faciliter son utilisation, il faut d'abord passer à la sensibilisation, amener les gens à comprendre comment il fonctionne pour qu'ils ne tombent pas dans les pièges. La formation surtout, j'insiste toujours sur la formation. Si vous avez la formation ou bien la connaissance de la chose, peu importe ce qui va arriver, même si un jour je ne suis pas là, mais vous avez la connaissance, vous pouvez continuer. Mais si vous dépendez de nous ou bien des autres, à partir de l'instant où la personne n'est pas là, vous êtes bloqué. Mais quand vous avez la connaissance, même quand quelqu'un vient vous présenter un projet autour du Bitcoin, vous savez que bon, ça vous permet au moins d'analyser les risques ou bien de mesurer les risques. Donc la formation, l'information et la sensibilisation sont les trucs vraiment qu'on doit mener pour amener ces personnes-là à éviter les dégâts. Donc s'ils ont la formation et l'information, quelqu'un qui viendra les blaguer, ils sauront que celui-là, il est là pour juste me blaguer ou bien me marmailler. Mais s'il n'a pas la formation, ça serait compliqué pour lui. Donc c'est la formation. Maintenant, si quelqu'un veut investir dans le Bitcoin, ne sait pas, il passe pas toujours, il peut passer par TechBen. On peut les offrir la formation. TechBen est où? TechBen, c'est situé à Sieye, au niveau de Carrefour Kulkache. Donc, on peut les former. Après la formation, toi, tu peux aller acheter tes cryptos où tu veux, comment tu veux. Bon, on ne dit pas aux gens de venir nous remettre leur argent pour les fruits. Non, non. Nous ne sommes pas une société de placement d'argent. Non. Nous ne sommes pas... Vous ne faites pas également dans le trading? Nous ne sommes pas une société de placement d'argent. Nous ne sommes pas dans le trading. Que ce soit clair, hein? Que ça soit clair. Parce qu'on a vu dans le pays comment ça s'était passé. On a vu le procès tout récemment. Exactement. Concernant bien sûr le trading. C'est même pas encore oui, c'est toujours en cours. Voilà. Hein? On aura à voir clair dans cette affaire-là. Exactement. Si tu as ton argent que tu veux investir, on peut t'aider à choisir un bon projet. Qu'on sait que d'ici les années à venir, tel crypto peut avoir telle valeur. Donc, tu peux l'acheter. Tu as ça dans ton téléphone. Chaque jour, tu consultes toi-même. C'est à toi. C'est comme tu as ton compte en banque. Et que chaque jour, si tu as envie de voir ce qui est sur ton compte, tu reconstruis. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, on se demande, est-ce que le Bitcoin peut booster l'économie, créer de l'emploi, le secteur technologique, financier? Est-ce que le Bitcoin peut faire le job dans ce sens-là, dans ce sens-là? Oui, le Bitcoin ou les cryptos peut créer beaucoup d'emplois. Actuellement, j'ai ma propre structure que j'entreprends aux États-Unis avec chaque Blue Run qui passe. Il y a au moins plus de... le Blue Run passé, on avait plus de 100 000 quelque chose de personnes qui se sont fait fortune et qui ont créé leur propre business. Oui. Maintenant, l'augmentation de la valeur, de la valeur du Bitcoin peut te permettre d'avoir un capital pour démarrer un business. Oui. Ça fait un. De deux, la vente, les achats, il y a des prestations du service autour du Bitcoin qui peut créer beaucoup d'emplois. Donc, sur la blockchain même, il y a encore... C'est tout un domaine qui est très vaste. Sur la blockchain, on a beaucoup de choses. Mais on a juste choisi la crypto parce que je m'intéresse à la finance. C'est pourquoi j'ai choisi le côté de la finance de la blockchain. Même si les cryptos, on n'a pas seulement ça. On a les défis, on a les NFT, que nos artistes qui sont là peuvent s'intéresser aussi à ça. Vous avez votre chanson, vous l'enregistrez en NFT.
chaque personne qui vient le suivre, ce sont des trucs d'art qui coûtent très cher. On prend le cas de Booba, le français. Il peut vous en témoigner. Le cas de Maître Games. Donc, on a beaucoup de choses autour de cette technologie-là. Ça peut créer beaucoup d'emplois. Et actuellement, c'est un domaine qui va vraiment accueillir beaucoup de jeunes. C'est un domaine qui va beaucoup accueillir les jeunes. C'est pourquoi il dit chaque parent qui écoute ces genres d'émissions d'essayer de comprendre ce que c'est que la crypto, ce que c'est que la blockchain, comment orienter mon enfant. Parce que en faisant ces activités, ça te permet aussi de faire d'autres activités parallèles. Tu n'es pas obligé de rester sur ça seulement. À moins que tu veux être professionnel, mais en faisant la crypto, tu peux faire d'autres activités. Parfait. On va s'intéresser maintenant aux perspectives, puisqu'on tend vers la fin de l'émission. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des scénarios possibles pour l'évolution du Bitcoin et dans les prochaines années, à quoi cela va ressembler concrètement? Oui, il y a des scénarios tels que je vous ai parlé du Blue Run, du halving. Oui. Le halving, ça vient diminuer la quantité de production, bien du minage du Bitcoin chaque 4 ans. Ça se passe chaque 4 ans. Ça permet de diminuer la quantité de production du Bitcoin. Et après ça, il y a toujours la valeur du Bitcoin est toujours boostée, est toujours gonflée. Et après ça, passe une correction. Mais d'ici 2045, disons 15 ans, 2045 disons 2045, ne serait pas étonné de voir un Bitcoin à plus de $1 million. Actuellement, un Bitcoin a entre 80 000 et 82 000 $. Mais d'ici 2045, il ne faut pas qu'on soit étonné de voir un Bitcoin à plus de $1 million. Parce que il y aura l'adoption. Actuellement, si on prend les personnes qui utilisent le Bitcoin, on n'atteint même pas 500 millions de personnes. Donc imaginez maintenant, on est à 8 milliards de personnes, plus de 8 milliards de personnes sur le monde actuellement, jusqu'en 2045. Imaginez le nombre de personnes qui vont utiliser, la valeur que ça peut avoir. Donc quand tu fais ces projections, ça encourage, ça demande à quelqu'un de vite prendre position actuellement et de commencer par investir dedans. Donc c'est un peu ça. Comment les gouvernements et les institutions financières peuvent-ils ou bien doivent-ils s'adapter, bien sûr, à cette révolution qui sonne à la porte? C'est bon, les grands vont chez les petits aussi vont chez les grands. C'est de chercher vraiment à dénicher ces structures ou bien ces personnes qui ont la connaissance dans ce domaine et voir comment les solutions, bien les approches de solutions qu'il y a autour, ou bien les avantages, les inconvénients, et voir comment ils peuvent collaborer tous ensemble pour apporter, ou bien pour faire évoluer ce domaine. Donc c'est ce que je peux dire. Et aussi, aller à la recherche de l'information. Aller à la recherche de l'information, de la connaissance. Donc je ne suis pas le seul qui fait au Togo. Il y a beaucoup de personnes qui le font, seulement que il y a d'autres, ils ne veulent pas s'afficher, mais quand vous les appelez, ils peuvent. Ils sont bien calés dedans. Ils sont bien calés dedans, si vous comprenez. Il y en a, s'ils cherchent vraiment, ils s'intéressent à ce domaine, ils auront de bonnes informations et de bonnes personnes pour vraiment les aider à comprendre ce qui est autour de ce domaine pour leur permettre l'adoption ou bien l'inclusion dans leurs activités. Avant la dernière question, je vous permets bien sûr de laisser vos contacts parce qu'il y a des gens qui appellent très très souvent pour avoir des informations. Je ne suis pas un expert du domaine, c'est vous qui l'êtes. D'accord. Ok, il peut me joindre sur le 228 oui. 97 oui. 60 24 49. On reprend pour les téléspectateurs. 228 97 60 24 49. Ou bien il peut me contacter sur le deuxième numéro qui est le 228 90 56 88 85 228 90 56 88 85. Donc, sur les deux numéros peuvent nous Vous êtes accessible. On aura à les apporter ce qu'on peut les apporter. Comme si ça ne nous suffit pas, on peut aussi aller chez nos supérieurs. Oui. Je suis formé par des gens. Oui. Donc ces personnes aussi sont formées par des gens. Donc c'est la chaîne. Voilà, ce que je ne pourrais pas les apporter. Est-ce qu'il y a des risques
de disparition, bien sûr, de Bitcoin pour, bon, c'est pas trop, d'autres crypto-monnaies demeurent ou technologies demeurent toujours émergentes au jour le jour. Est-ce qu'on ne sera pas amené à vivre une chose de telle sorte? Bon, actuellement, il n'y a pas encore cette technologie qui peut le faire disparaître. J'ai l'habitude de dire, pour détruire le Bitcoin, on a 3 possibilités, mais qui est impossible. Arracher tous les ordinateurs du monde, couper l'Internet. Bon, arracher tous les ordinateurs du monde, les téléphones portables, couper l'Internet. C'est la première chose qui peut faire disparaître le monde. Parce que c'est à travers les smartphones, les ordinateurs, et puis les trucs. Maintenant, deuxième des choses, c'est de détruire l'Internet. Ok, actuellement, c'est impossible. C'est impossible. Est-ce que vous comprenez? Et aussi, le Bitcoin, tout le monde doit être fait de lui. Si aujourd'hui il y a une guerre, bon, on ne le souhaite pas. Mais quelqu'un qui avait ses Bitcoins et qui survit après la guerre aura toujours son argent intact. Mais quelqu'un qui avait son argent au niveau de la banque, mais quand la guerre s'est passée, tu as vu, tu peux réclamer où? Donc ce sont des trucs que je dis que les banques et les... comment dire, ils ne doivent pas voir les cryptos comme leur ennemi, mais ils doivent aussi l'utiliser aussi pour certaines... sécuriser leurs réserves. Leurs réserves, certaines de leurs réserves, parce qu'il faut diversifier. Il faut diversifier. Donc il y a beaucoup de jeux. Bon, de temps en temps, on aura discuté de tous ces petits trucs-là qui tournent autour de ça, comme le temps nous est limité. Merci. C'est bien, merci beaucoup à vous, Michel Sonkika Larré. Je rappelle que vous êtes le directeur général de TechBen Crypto Exchange. Peut-être un dernier mot en 10 secondes. Bon, je remercie à tous ceux qui nous suivent et je les appelle surtout à s'intéresser à ce domaine, mais d'abord en passant par la formation et l'information. Ne courez pas pour mettre votre argent, mais ne courez pas pour donner votre argent à quelqu'un qui vous dit ça, si ça fait ci, ça fait ça, non. Donc c'est tout ce que je peux dire, que tous ceux qui nous écoutent, qui cherchent d'abord à comprendre, ils n'ont qu'à aller taper sur Google ou pour chercher d'abord l'information. Quand ils ont l'information, ça leur permettra d'aller en profondeur et nous sommes là pour les accompagner. Et aussi, je remercie New World pour l'opportunité qu'ils me donnent toujours de passer sur leur chaîne. Et je serai toujours disponible pour apporter aussi mon savoir-faire à ceux qui nous suivent. Merci. Merci. Messieurs, merci mesdames, merci pour votre fidélité un peu partout et à Wisconsin. Nous sommes bien sûr aux États-Unis d'Amérique. Très bonne suite de notre programme à vous tous et à très vite.